Donc le thème d'aujourd'hui traite du biogaz et nous avons la chance d'avoir trois acteurs importants de cette filière avec donc vraiment tout ce qui est amont avec Damien Delhomme de Naskeo, directeur technique. Ensuite avec Olivier Masseran qui travaille chez Unifergie, c'est une filiale du Crédit Agricole, sur le financement des projets de biogaz. Et Suzanne Renard qui est chargée de biométhane chez GRDF. Voilà. Donc nous allons commencer avec la partie production. Donc Damien Delhomme. Bonjour à tous, vous êtes bien silencieux, j'espère que la conférence va s'animer pour que les conférenciers ne s'endorment pas non plus. Donc je commence cette conférence, je vais essayer d'être assez généraliste pour cadrer ce qu'est la méthanisation, sachant que l'objectif de la conférence c'est de dégager de nos discussions l'état des lieux de la méthanisation aujourd'hui en France et ce que la méthanisation pourrait devenir dans le futur et ce qu'il faudrait faire pour booster la filière. Donc je vais d'abord présenter ce qu'est la méthanisation, je vais vous montrer quelques photos de méthaniseurs pour que vous puissiez bien visualiser ce que c'est. Je présenterai rapidement la société Naskeo et enfin je vous expliquerai comment on fait pour monter un projet de méthanisation de A à Z. Donc qu'est-ce que la méthanisation ? Voilà un exemple de process de méthaniseur. Vous avez en amont toute une batterie de déchets qui peuvent être collectés. Donc ça peut être soit des déchets agricoles, comme du fumier, du lisier, ça peut être des cultures agricoles également, du maïs, n'importe quel type de culture, avec des intrants qui sont plus ou moins producteurs de biogaz. Vous avez aussi des déchets urbains, donc ça peut être des bouts de stations d'épuration, ça peut être des collectes de déchets verts. Et puis pour certains types particuliers de méthaniseurs, ça peut être la fraction organique de ce que vous mettez dans vos poubelles. Voilà. Donc derrière, tous ces déchets, ils arrivent sur un site, donc ils sont collectés aux alentours, dans un rayon de 1 km à 40 km, 50 km on va dire. Tout ça, ça arrive sur site. Il y a plus ou moins de pré-traitement en fonction des types de matières. Ça peut être du broyage, ça peut être de la séparation pour enlever des indésirables. Et in fine, la matière organique, on essaie de la rentrer la plus pure possible dans ce qu'on appelle un digesteur ou un méthaniseur, qui est une cuve qui peut être soit en béton, soit en acier, dans lequel il y a des bactéries qui vont digérer la matière organique. Voilà. Donc ces bactéries transforment la matière organique en biogaz. Voilà. Et donc le biogaz est une énergie renouvelable, est une source d'énergie renouvelable, puisque le carbone qui est dans ce biogaz, il est issu de matière organique. Donc le carbone était déjà dans la biosphère supérieure, active, et non pas dans du carbone fossile. Ce qui fait que quand on rejette le carbone à l'atmosphère, il ne fait que revenir d'où les plantes les avaient captés. C'est-à-dire que les plantes captent le carbone de l'atmosphère, le CO2, et ensuite les plantes sont soit mangées par des animaux, soit arrivent directement dans le méthaniseur. Et derrière, cette matière organique, elle est dégradée, elle produit du biogaz, et ce biogaz est brûlé d'une manière ou d'une autre, relargue du CO2 dans l'atmosphère, mais ce n'est qu'un mouvement circulaire de carbone de l'atmosphère à l'atmosphère. Voilà. En sortie d'une usine de méthanisation, vous avez deux flux principaux, donc du biogaz et du digestat. Ce digestat a une très bonne valeur agronomique, donc il est utilisé comme engrais, en substitution d'engrais de sources fossiles en général. Et le biogaz peut être utilisé soit pour produire de l'électricité et de la chaleur par cogénération, soit pour produire du biométhane par épuration. Voilà pour un tableau des principes généraux de la méthanisation. Donc, pour que vous puissiez mieux visualiser ce que c'est, je vous ai mis quelques photos de méthaniseurs, sachant qu'il y a des méthaniseurs de plusieurs tailles. Il y a des petits, des moyens, des gros, qui n'ont pas forcément les mêmes intrants, pas forcément les mêmes technologies. Et donc ça donne quoi ? Ça donne par exemple
le méthaniseur que Naskeo a construit au zooparc de Beauval. Donc on méthanise les fumiers des animaux, des fumiers bovins qui sont collectés aux alentours, différents déchets d'industrie, des quelques industries agroalimentaires qui est à côté. Et donc ça donne voilà, sur ce site-là, ça donne des espèces de yourtes. Donc c'est des cuves béton qui sont cachées par du bardage en bois. Et les dômes que vous voyez sur le dessus, c'est du stockage de biogaz. Voilà. Donc vous voyez ici, plus précisément, le méthaniseur principal, la cuve de maturation pour finir de dégazer le biogaz. Et ici, vous avez un moteur de cogénération donc qui permet de brûler le biogaz qui est à l'intérieur de ce conteneur. Voilà le conteneur dans lequel le moteur est, vous pouvez mieux le voir ici. Donc ça, c'est une installation classique, petite taille, de la méthanisation agricole individuelle. C'est un agriculteur, en général, qui a suffisamment de déchets, de matière organique, et qui se décide à se lancer dans la méthanisation. Il y a une autre type de méthanisation agricole individuelle, c'est des méthanisations en garage. Et on utilise cette technologie de garage quand les déchets sont plutôt solides. Quand on va avoir quasiment que du fumier bovin ou de la paille, et pas de lisier, pas d'effluents industriels. Et donc là, dans ce type de technologie, on a des casiers dans lesquels la matière reste solide pendant tout au long de la digestion. Dans ces cuves-là, vous avez des agitateurs qui font tourner la matière, c'est liquide à l'intérieur. Alors que dans ces cuves-là, vous imaginez un tas de fumier qui va rester mélangé avec d'autres déchets, qui va rester pendant 50 jours à fermenter dans un méthaniseur en anaérobie comme d'habitude. On fait recirculer du liquide par-dessus, ça permet d'extraire, ça permet de diffuser les bactéries, de diffuser la matière organique soluble pour qu'elle soit accessible par toutes les bactéries. Et ça permet de dégrader la matière. Voilà, donc dans des unités qui vont être de forme garage, donc je répète, quand les déchets sont plutôt solides. Voilà. Donc voie sèche, individuelle, agricole. Ensuite, si vous avez plusieurs agriculteurs qui sont motivés pour construire une installation plus grosse, on peut construire des installations de méthanisation agricole collective. Donc les agriculteurs, d'une manière ou d'une autre, vont s'associer, créer une société qui va investir sur un projet qui va être plus gros. On va produire 2 à 3 fois plus de biogaz. Sur ces installations-là, ces deux petites installations-là, on va plutôt être entre 100 et 300 kW électriques. Une installation de méthanisation agricole collective, c'est autour de 500 kW. 500 kW électriques. Donc sur ces installations-là, on reçoit à peu près le même type de déchets, mais en plus grande quantité. On va traiter, on va dire, 20 000 tonnes de déchets par an, alors que sur ces petites installations, on est plutôt sur du 10 000. Et sur ces installations, vous voyez aussi une différence, c'est qu'on se retrouve obligé à commencer à construire des bâtiments. Des bâtiments parce qu'il y a du besoin de pré-traitement, de stockage, qu'on réceptionne des déchets qui peuvent être odorants. Donc il y a des économies d'échelle du fait que l'installation est plus grosse, on mutualise beaucoup de choses. Par contre, il y a aussi des surcoûts liés à la nature des déchets qu'on va collecter pour construire une installation plus grosse. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les projets territoriaux, qui eux vont collecter les déchets assez loin, avec des gisements principalement ou à forte composante industrielle. Donc ça va être des boues grasses, des déchets d'abattoirs, des refus de production, des fruits et légumes, des bouts de stations d'épuration, que ce soit industrielles ou agricoles. Et là, on va plutôt parler de tonnage entre 35 et 50 000 tonnes de déchets par an. Et donc là, sur ce que vous voyez en haut, vous avez le bâtiment de réception ici. Là, vous avez les 2 méthaniseurs en acier qui font chacun 2500 m3, une cuve de maturation qui fait 3000 m3. Et sur ce site-là, comme on a 40 000 tonnes de déchets à traiter, on a aussi beaucoup de digestats.
que ce digesta, on a des contraintes de stockage en général, qu'on est obligé de le stocker entre 6 à 9 mois sur site pour pouvoir l'épandre ensuite sur les terres agricoles. Sur ce site-là a été décidé de traiter le digesta pour qu'il soit pour fractionner en fait la valeur agronomique du digesta. Donc vous avez une fraction solide qui va être utilisée en stockage sur une grande aire qui est derrière, donc qui est stockée sur site pendant 9 mois et qui a été pendue. Et après la fraction liquide, elle va être traitée dans un post-traitement avec une centrifugeuse, un stripping pour traiter l'ammoniac et in fine un bioréacteur à membrane qui permet d'épurer l'eau de telle manière à ce qu'elle soit rejetée en station d'épuration. Donc en termes d'engrais, on conserve quand même dans les sous-produits toute la valeur agronomique, puisque toute la fraction solide est concentrée dans les digestats secs qui sont stockés ici, par derrière, et la fraction azotée, elle, va être récupérée sous forme de sulfate d'ammonium dans le stripper. Voilà, donc vous pouvez voir que sur l'unité de méthanisation, c'est aussi bien quelque chose de très simple comme de cuves, tout simplement pour traiter pour valoriser des déchets organiques avec très peu de pré-traitement et très peu de post-traitement. Des installations un peu plus compliquées avec un bâtiment, un peu de pré-traitement et un petit peu de post-traitement, jusqu'à des installations beaucoup plus complexes qui sont proches du domaine de l'usine. Voilà. Donc là-dedans, que fait Naskeo? Naskeo, c'est une société qui a été créée en 2005. Donc j'ai créé la société avec 3 associés en 2005. Je suis diplômé de Centrale Paris de la promo 2004. Donc on a été incubé pendant 2 ans à l'incubateur de Centrale Paris. Et on a créé la société à 4 jeunes diplômés, donc 2 centraliens. Donc mon associé Aurélien Lugardon qui est président de la société. Et 2 autres jeunes diplômés, un ESC Rouen et un Agro Paris. Donc on est toujours tous les 4 dans la société, on est toujours actionnaires, toujours directeurs, toujours motivés. Et pour développer la société, on a levé 2,6 millions d'euros en 2007 auprès de fonds d'investissement. Et on a racheté une société l'an dernier qui est la société qui commercialise la technologie en garage. Donc on est basé à Malakoff, historiquement, à Nantes, la société Métajade, et on a également une partie de notre activité qui est à Narbonne, puisqu'on développe des projets de R&D en méthanisation et en valorisation agronomique des digestats, en partenariat très étroit avec l'INRA de Narbonne, qui nous héberge et avec qui on a de nombreux partenariats de recherche. Donc Naskeo, c'est plus de 40 personnes, donc c'est la plus grosse société qui construit des méthaniseurs en France, c'est le leader français de la méthanisation. Et notre métier, c'est quoi? On est intégré on intègre une grande partie de la chaîne de valeur sur un projet de méthanisation. On démarre très tôt, en tant que bureau d'études ou en tant que monteur de projet. Donc quand on est bureau d'études, on vend des prestations à des porteurs de projets pour les aider à monter des projets. Quand on est monteur de projet, on cherche nous-mêmes des terrains, des gisements de déchets pour développer le projet et après vendre des sociétés à des investisseurs. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste à étudier, analyser des gisements, faire des choix technologiques, toutes les procédures administratives. Voilà. Et notre métier principal, c'est d'être constructeur d'installation. Donc constructeur clé en main d'installation, de méthanisation, donc de différentes tailles, avec différentes technologies. Donc je vais me concentrer maintenant sur la vie d'un projet de méthanisation. Donc c'est cette vie du projet qu'on accompagne en tant que bureau d'études ou en tant que monteur de projet. Donc un projet, nous chez Naskeo, on réfléchit en termes de piliers. Donc il y a 4 piliers principaux. Déjà il faut trouver un terrain, c'est une usine, donc il faut
Il faut grosso modo 1 hectare minimum, hein, un demi-hectare pour un tout petit projet, 1 hectare et demi pour construire des plus grosses installations. Il faut obtenir des soutiens politiques locaux, gérer toutes les procédures administratives, des installations classées pour l'environnement, des permis de construire. Regarder ce qu'il y a sous le terrain aussi pour voir si on peut construire et à quel coût. Donc ça c'est la partie terrain. Ensuite il y a la partie gisement. Autour de ce terrain il faut arriver à concentrer un certain flux de déchets organiques qui soient bien identifiés, bien sélectionnés, donc qui peuvent être, je le répète, soit agricoles, soit industriels, soit urbains. Et il faut se donner une visibilité dans le temps sur ces déchets pour que aussi bien le porteur de projet que les financiers soient rassurés sur la pérennité de ce gisement. Les deux autres piliers, c'est ce qui sort du méthaniseur. Donc il y a le biogaz et le digestat. Le biogaz, il faut décider si par rapport au type de projet, on va plutôt avoir un projet qui est adapté à de la cogénération ou à de l'injection ou à de l'épuration pour produire du biométhane. Si c'est de la cogénération, il faut trouver une valorisation thermique pour bénéficier des meilleurs tarifs de rachat de l'électricité. Si c'est du biométhane, il faut dimensionner le projet en fonction du profil de consommation du réseau, donc quand on est en injection. Voilà. Et enfin, le troisième pilier, c'est la valorisation du digestat. Il faut décider ce qu'on fait du digestat. Est-ce qu'on fait une simple séparation de phase par une presse à vis? Est-ce qu'on met une centrifugeuse? Est-ce qu'on fait du stockage de digestat brut? Est-ce qu'on fait un post-traitement poussé pour permettre un rejet en station d'épuration? Et d'une manière ou d'une autre, il y a de la valeur agronomique dans ce digestat et il faut déposer un plan d'épandage, trouver les terrains des agriculteurs chez qui on pourra valoriser ce digestat. Donc voilà les quatre piliers principaux. Et sous les 4 piliers, il y a ce qui soutient les piliers, c'est le financement du projet. Et donc quand on réfléchit à ces piliers, c'est pour améliorer la rentabilité du projet, de telle manière à ce qu'il soit finançable. Voilà. Qu'est-ce que ça donne en termes de planning? En termes de planning, ce sont des projets qui prennent plusieurs années à sortir. Entre l'idée et les premiers mètres cubes de biogaz, c'est 2, 3, 4 ans. On peut dire aujourd'hui, les premiers c'était plutôt 5-6 ans. Il y a eu des améliorations en termes de délai. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on peut sortir un projet en 4 ans, certains sortant 2 ans sur les plus petits. Voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Vous voyez que y a beaucoup de conditions à réunir pour qu'un projet soit viable, soit rentable. Et donc chaque projet est différent. Et chaque projet a son propre cheminement en fonction des piliers qui sont limitants. Voilà pour ma présentation. Est-ce que vous avez des questions avant que je laisse la parole à mes confrères? Oui? Sur les projets tels que ceux que vous avez montrés, je suis Didier Legros, Arcades Conseil. Les projets que vous nous avez montrés, enfin les petits, les plus gros, ça produit combien de gaz par an, par exemple, pour un ordre de grandeur? Alors en ordre de grandeur, j'ai pas les chiffres par an, mais un projet comme celui-là, il produit 350 mètres cubes de biogaz par heure. Donc c'est 1 mégawatt électrique. Un projet comme celui-là, il fait 600 kW électriques. Donc ça va faire du 220-230 mètres cubes par heure. Donc je parle en normaux mètres cubes de biogaz par heure. Et ceux-là, ils vont faire 200 kW, donc ça va plutôt être de l'ordre de 100 normaux mètres cubes par heure, quelque chose comme ça. Ça c'est des ordres de grandeur, hein, ce que je donne. C'est un flux continu, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Voilà, donc c'est vraiment c'est une des spécificités du biogaz et un de ses atouts. Contrairement à du solaire, à de l'éolien, qui sont des énergies intermittentes, le biogaz est une énergie stable, fiable, pérenne. Voilà.
Et la composition du gaz qui sort? La composition du gaz, grosso modo, c'est 60% de méthane, 40% de dioxyde de carbone, de CO2. Vous exploitez derrière vos installations Non. ou vous les revendez? Non, on n'exploite pas les installations. Vous les revendez? Alors il y a deux modes en fait. Il y a donc sur nos métiers. Sur nos métiers, quand on est bureau d'études, on est prestataire. Donc on vend des études, on accompagne les porteurs de projets pour les aider à optimiser l'ensemble et à ce qu'ils obtiennent le financement et à ce que le projet soit viable. Donc là on est purement prestataire. Quand on est constructeur, on répond en général à un appel d'offres. Enfin il y a deux cas, soit on répond à un appel d'offres, on est sélectionné, on construit. Et une fois que l'installation est démarrée et réceptionnée, c'est notre client qui exploite. Donc ça c'est la partie construction, on a toujours un client qui nous achète l'installation. La partie où on est le plus proche du financeur, c'est quand on fait du montage de projet. C'est-à-dire que sur la durée de vie d'un projet, on va prendre des risques, Nasqueo, jusqu'ici, sur 2 ans. Sur 2 ans, Nasqueo va prendre le risque, va prendre des options pour acheter un terrain, obtenir l'autorisation d'exploiter, le permis de construire, contractualiser tous les gisements, discuter avec les institutionnels. Donc c'est en général plusieurs centaines on va dire 100, 200, 300 000 euros de coûts que Nasqueo investit. Et in fine, Nasqueo, avant de construire, va revendre la société de projet à un investisseur. Et c'est cet investisseur qui va aller chercher le financement, avec Nasqueo bien sûr. Et quand on fait ça, en général, on demande à la personne qui nous achète le projet monté et bien ficelé de passer un contrat à Nasqueo pour construire l'installation. Voilà. Donc on exploite les installations, on les exploite grosso modo pendant quelques mois à la fin de la construction pour démontrer qu'on atteint les performances, nos garanties. Voilà. Et si on parle de l'exploitation, sur des petits projets, ça va être l'agriculteur lui-même qui va exploiter. Sur des projets méthanisation agricole collective, il y a 2 équivalents temps plein qu'il faut prévoir en termes administratifs pour la réception des déchets, etc. Donc ça, ce sont des employés de la structure qui a été créée. Sur les plus grosses installations, là on fait appel à des sociétés d'exploitation qui peuvent être des filiales de Veolia, des filiales d'IDEX, plutôt des industriels, soit de l'énergie, soit du déchet, qui ont l'habitude d'exploiter des stations d'épuration ou des méthaniseurs. Voilà, et qui vont derrière exploiter sur plusieurs années les méthaniseurs. On prend une dernière question, et puis après on va passer aux autres orateurs. Ah, il y a 2 questions. Bon. Parce qu'on pourra en poser à la fin aussi. Hein. Bonjour, j'avais pas une mais plusieurs questions. Je voulais savoir combien d'installations vous aviez construites. Oui. Je peux les faire à l'échelon de package. Alors il y en a beaucoup en construction, on doit en avoir fini une dizaine, un truc comme ça. D'accord. Est-ce que vous vous positionnez aussi sur tout ce qui est valorisation du biogaz, notamment avec tout ce qui est ISDND ou pas? Non, pas du tout. Nasqueo n'est pas positionné dessus. D'accord. Et sur les installations que vous avez construites, vous êtes plus sur quelle cible? La cible agricole, industrielle, territoriale? On est sur les 3. D'accord. On a des références sur les 3. Et à peu près dans quelle proportion? On doit avoir des agricoles collectives, on en a 2. Agricoles individuelles, on doit en avoir 6 ou 7. Et puis les industrielles et territoriales, on doit en avoir 3. D'accord. Et d'où ma dernière question, en fait, en termes de contractualisation sur tout ce qui est pérennité des appros, comment est-ce que vous avez eu des difficultés avec les contractants, parce que c'est quand même un volet qui est assez sensible des fois. Comment ça se passe en fait? Alors là, on a différents types de contrats qui vont... Soit on arrive à obtenir des... Enfin, c'est quelque chose qui est difficile. Quand vous demandez à un industriel de garantir
qui va continuer à produire des déchets pendant 15 ans. Vous imaginez à sa place de garantir qu'il va continuer à produire des déchets pendant 15 ans, c'est compliqué. Donc certains financeurs nous demandent d'obtenir des contrats sur 15 ans, avec même parfois des pénalités. C'est-à-dire que si l'industriel arrête de produire des déchets, il doit des pénalités à l'installation de méthanisation. Donc concrètement, cette partie contractualisation de déchets, elle dépend des exigences du financeur. Et il y a des financeurs qui sont plus ou moins exigeants. Ça dépend du mode de financement. Quand on est en mode de financement sans recours, la banque prend un énorme risque sur l'installation. Et donc derrière, elle va demander beaucoup de garanties sur le gisement, puisque c'est quand même très éloigné de son cœur d'activité. Elle doit garantir, elle doit sécuriser le business plan d'une installation sur 15 ans, et donc elle demande des garanties assez fortes sur le gisement. Sur des plus petites installations, on s'en tire souvent avec des contrats sur 3 à 5 ans d'engagement d'apporter de la matière. Voilà. Parce que sur les plus petites installations, la banque peut, si jamais le projet ne fonctionne pas, la banque a des cautions sur peut se retourner en théorie contre les agriculteurs qui ont financé le projet. Ce n'est pas l'objectif pour eux. Ce n'est pas l'objectif, mais on constate qu'il y a des exigences différentes en termes de contractualisation de gisement selon qu'on est en financement corporate ou en financement sans recours. Bon, merci Damien, on va peut-être passer aux autres orateurs. Et vous pourrez toujours poser vos questions à la fin, de toute façon. Donc Suzanne, c'est vous, je crois. Oui, merci. Merci Damien, merci beaucoup. Donc, je vais commencer un peu au milieu de la présentation, étant donné qu'on a déjà eu une première présentation de ce qu'est la méthanisation. Donc juste pour me présenter, je suis Suzanne Renard, je travaille sur le biométhane à GRDF. Donc GRDF, c'est l'opérateur d'un réseau de distribution de gaz naturel. Donc en fait, aujourd'hui, je vais juste faire un point sur le réseau de gaz, parce que ça va nous permettre de mieux comprendre aussi certains enjeux que je vais évoquer plus tard. Et donc aujourd'hui, on a un réseau de gaz en France qui est descendant, c'est-à-dire qu'on a plusieurs points frontières et des terminaux méthaniers où arrive du gaz importé depuis l'étranger. Et ensuite, à travers des étages de pression descendants, le gaz arrive jusqu'au consommateur final. Donc au début, sur les grosses artères, c'est le réseau de transport qui opère ces artères-là. Sur les plus petites artères, donc c'est le réseau de distribution et GRDF, donc qui opère 96% des réseaux français. Donc voilà. Et aujourd'hui, GRDF est un acteur important de la filière injection, c'est-à-dire valorisation du biogaz à travers les réseaux de gaz. Et c'est de ça dont je vais parler pour compléter la première présentation. Donc juste quelques définitions. Donc maintenant que vous avez bien vu comment on produit le biogaz, qu'est-ce que la méthanisation. Ensuite, une fois qu'on a ce biogaz, on a deux solutions. Soit de le valoriser sur site avec le plus souvent de la cogénération, donc production simultanée de chaleur et d'électricité, donc c'est ce qui a été présenté à travers les photos précédentes. Mais on a aussi la possibilité, donc depuis 2011, le cadre réglementaire est assez récent en France, de l'épurer et donc de l'amener en fait en enlevant certains composés, notamment du CO2, mais aussi d'autres composés chimiques, de l'amener aux mêmes spécifications que le gaz naturel, donc celui qui circule dans les réseaux, et ensuite de l'injecter. Et c'est à ce moment-là que le biogaz va être appelé biométhane, et qu'on va donc pouvoir avoir une utilisation à distance, puisqu'on va l'injecter en un point du réseau, et il va être consommé en aval, à travers ces étages de pression descendants. Et une fois que le biométhane est injecté, on a vraiment les mêmes utilisations possibles que pour du gaz naturel classique. Donc eau chaude, cuisson, chaleur, mais aussi procédés industriels et usage carburant. Donc voilà, donc c'est vraiment un point sur la valorisation. La méthanisation en termes de production, elle est possible un peu partout. Ensuite, en termes de valorisation, il va vraiment y avoir un choix entre fait-on de la cogénération ou fait-on de l'injection. Pour faire de la cogénération, idéalement, il faut avoir des besoins de chaleur sur site qui sont assez importants. Donc il faudrait pouvoir consommer toute la chaleur qui va être produite par le moteur de cogénération. Si on veut faire de l'injection, il va falloir avoir un réseau de gaz à proximité avec assez de consommation de gaz en aval pour absorber en fait toutes ces quantités qui vont être injectées. Parce qu'aujourd'hui, le gaz ne remonte pas les étages de pression, il ne fait que les descendre.
Donc par rapport à ces enjeux de valorisation, il y a aussi quelque chose qui est important pour nous en termes de gestionnaire du réseau gazier, c'est que plus on peut avoir des consommations qui sont en base, plus on va arriver à valoriser du biométhane par injection. Puisque comme on a une production de biogaz en base, on a aussi besoin d'avoir des consommations aval qui correspondent. Donc on n'a pas les mêmes problématiques d'équilibrage que les réseaux électriques, mais pour autant on a besoin d'avoir un bilan global sur la zone qui est équilibré. Et donc on va avoir surtout des problèmes l'été, puisque comme tout le monde le sait, on consomme peu de chauffage et peu d'eau chaude l'été. Et pourtant on va avoir toujours la même production de biométhane sur le site de méthanisation. Donc c'est un petit peu là les différences de valorisation qu'il peut y avoir. Et chaque valorisation est pertinente en fonction du contexte, en fonction des débouchés qui sont présents. Et juste un dernier point sur l'injection, c'est vrai que quand on injecte du gaz dans les réseaux, on permet de décorréler en partie la production et la consommation, et donc ça permet aussi de foisonner un peu sur une logique plus statistique, foisonner les aléas de production qu'il peut y avoir avec les variations de consommation. Alors que si on est vraiment sur une utilisation chaleur sur site par exemple, on a une égalité en fait entre consommation et production. Donc voilà. Donc j'espère que j'ai été claire sur la partie valorisation. Ce qui est vraiment important de retenir, c'est que toutes les valorisations sont promues par le ministère, sont voulues par les acteurs de la filière, et que c'est vraiment en fonction des projets qu'on va développer tel ou tel type de valorisation. Et dans tous les cas, donc, il y a des tarifs d'achat, donc un mécanisme de soutien aux énergies renouvelables qui existe, à la fois pour la cogénération, à la fois pour l'injection, et qui sont dégressifs avec la taille de l'installation. Donc là, je vous propose de faire juste... Ah, il y a quelque chose comme ça. Je vous propose juste de faire un focus sur le tarif d'achat injection, donc biométhane, qui est celui que moi je connais le mieux, mais voilà, c'est des mécanismes qui sont relativement proches sur la partie cogénération. Donc aujourd'hui, la filière biométhane, il y a un tarif d'achat qui est garanti sur 15 ans au producteur. Donc une fois que le projet est ficelé et qu'un financeur l'achète et commence à exploiter, il va pouvoir sécuriser son chiffre d'affaires sur 15 ans avec un niveau de tarif d'achat qui est maintenu. Ce tarif d'achat sur la partie injection, il dépend de trois choses. Il dépend donc des caractéristiques de l'installation, donc de la taille. Il dépend des intrants, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir un tarif de base et ensuite en fonction des intrants, on va avoir des primes particulières. Donc ça c'est une volonté du ministère qui a été de valoriser des intrants de type déchets, que ce soit des déchets agricoles, donc résidus de céréales, paille, résidus de culture, que ce soit aussi des effluents d'élevage, donc fumier, lisier. Et puis il y a une deuxième prime qui est pour des déchets agroalimentaires ou des déchets urbains, des déchets urbains, des déchets industriels. Et donc là ça va plutôt être la fraction fermentescible des ordures ménagères, des biodéchets, par exemple de restauration collective, des cantines, etc. Et donc là, sur le graphe à gauche pour vous, il y a donc plusieurs niveaux de tarifs qui sont tous dégressifs et qui dépendent de ce niveau de prime et qui dépendent aussi de l'installation. Donc il y a le gaz de décharge qui était mentionné tout à l'heure, donc ça c'est le biogaz qui bénéficie du tarif le moins élevé en injection, parce qu'en fait il est considéré qu'il bénéficie aussi des niveaux d'investissement moins lourds, donc c'est censé compenser. Voilà. Ensuite, la partie rouge de base méthanisation, les primes à déchets urbains, la méthanisation de bouts de steppe, donc avec des tarifs qui sont très récents, qui ont été publiés là en juin 2014, donc des projets qui commencent à se monter, donc les bouts de station d'épuration. Et puis le tarif qui est le plus élevé, qui correspond à la volonté politique de développer la méthanisation à partir de déchets agricoles ou agroalimentaires. Quelle est la situation actuelle du biogaz en France? Donc aujourd'hui on produit 7 TWh de biogaz en France, donc surtout avec de la valorisation cogénération. Et à partir d'une diversité d'installations, donc là c'est ce que vous voyez à droite, il y a 80 stations d'épuration d'eau usée qui méthanisent leur boue et qui valorisent le biogaz, 11 sites sur des ordures ménagères, donc qui valorisent la fraction fermentescible des ordures ménagères, 80 sites industriels, 160 sites plutôt agricoles, donc à la ferme ou centralisés, et puis 80 installations de déchets, installations de stockage des déchets non dangereux, donc en fait des décharges, où là on a une partie donc il y a une obligation de captage du biogaz sur les décharges, et une partie seulement qui est valorisée. Donc c'est ce que vous retrouvez dans les 7 TWh de biogaz
produits en 2011, il y en a 4 qui sont valorisés par cogénération et 3 qui n'étaient pas valorisés. Donc depuis 2011, on a le cadre réglementaire qui s'est mis en place pour la filière injection. Et là, on voit que c'est une filière qui commence juste à se développer. Et donc en 2013, il y avait 410 sites de méthanisation au total. Donc tout ça, c'est des chiffres ADEME, avec une valorisation, donc 1,3 TWh électrique, 1,4 en chaleur, et puis 20 gigawattheures, donc une valorisation encore toute petite en injection dans le réseau. Pour continuer sur l'injection dans le réseau, il y a 3 conditions aujourd'hui pour injecter. Il y a la conformité des intrants à la réglementation, donc il y a une certaine liste d'intrants qui sont autorisés, donc avec des niveaux de primes différents. Et il y a des exigences et donc des contrôles de la part des DREAL sur ces intrants. Il y a des exigences en termes de qualité du biométhane, donc les gestionnaires de réseau, que ce soit les gestionnaires de réseau de distribution ou les gestionnaires des réseaux de transport, exigent d'avoir les mêmes spécifications que le gaz naturel. Et donc là, on va avoir des besoins d'épuration du biogaz brut. Et puis une dernière exigence que j'ai évoquée un peu tout à l'heure, qui est celle des quantités injectées, où sur une même zone, on va avoir besoin d'une adéquation entre les quantités et les consommations. Donc juste un petit zoom sur les 2 dernières conditions. Sur l'épuration, donc pour passer du biogaz brut à un gaz, donc type gaz naturel, qui va vraiment pouvoir être utilisé par tous les équipements des clients finaux qui sont raccordés au réseau. On va épurer le biogaz, donc ça veut dire qu'on va enlever l'eau, enlever le CO2, et puis enlever un certain nombre d'éléments qui sont des éléments critiques, type H2S, donc des éléments soufrés qui peuvent corroder les réseaux, des composés divers halogénés, voilà, des composés volatiles, etc. Donc, ce qui était dit tout à l'heure, dans le biogaz brut, on a 40-50% de CO2 et 50-60% de CH4 avec des composés traces. Après épuration, on arrive aux caractéristiques du gaz naturel. Et donc on a 97% de CH4 dans la majeure partie de la France, donc 93% dans la zone nord parce qu'il y a une différence de spécification sur le réseau, et puis une partie de CO2, et ensuite quelques traces. Ce qui est important de retenir pour l'épuration, c'est qu'aujourd'hui on a plusieurs technologies qui sont disponibles, donc que ce soit de l'épuration par membrane, de l'épuration par lavage à l'eau, de l'épuration par lavage aux amines, et encore d'autres formes qui sont en développement, type la cryogénie. Et toutes ces technologies ont des caractéristiques différentes et vont là aussi pouvoir être adaptées en fonction du projet, du biogaz qui est produit, des intrants. Donc aujourd'hui, c'est des technologies qui sont matures, qui fonctionnent et sur lesquelles on a un retour d'expérience positif sur les quelques sites qui injectent. Un deuxième petit zoom pour faire aussi un peu le point à date sur l'enjeu adéquation sur la maille des réseaux de gaz entre les consommations et les productions. Donc en fait, quand un développeur de projet ou un porteur de projet souhaite étudier la solution de l'injection, il va contacter GRDF et demander quelles sont les consommations sur le réseau aval et quels sont les débits qui sont possibles grâce à ces consommations. Et donc nos équipes en région réalisent des études de réseau pour quantifier chaque jour de l'année, en fait, sur plusieurs années d'historique, quels sont les débits d'injection possibles en fonction des consommations. Donc là, on a mis un graphe où, par exemple, on demande un bandeau d'injection de biométhane à hauteur de 70 normomètres cubes, donc c'est plutôt un petit projet pour du biométhane injection. Et on compare avec les consommations sur la zone. On voit qu'il y a vraiment une différence, donc l'amplitude c'est à peu près de 1 à 10 entre l'hiver et l'été. Donc on voit vraiment un creusement sur les mois d'été et qui potentiellement peut limiter l'injection, voire limiter la faisabilité des projets. Aujourd'hui, sur toutes les études qu'on a menées, donc GRDF a réalisé plus de 200 études pour des porteurs de projets. Il y a 50% des situations qui ne nécessitent pas d'interrompre l'injection, donc nous on dit écréter, voilà, de réduire les quantités injectées pendant l'été. Donc là j'ai mis le graphe avec la répartition en pourcentage, hein, donc 35% qui passent au débit nominal souhaité, 15% où c'est un débit nominal qui a été revu à la baisse par le porteur de projet. Donc souvent aussi on a des porteurs de projet qui viennent en nous disant j'ai un projet à 200 mètres cubes heure et ensuite qui commencent à sécuriser leurs intrants et reviennent en nous disant non mais en fait ça sera plutôt 150 puisque voilà, j'ai des difficultés à sécuriser mes intrants. Donc là ça nous fait presque, voilà, ça fait déjà 50% des situations où le réseau n'est pas limitant.
Ensuite, 4% des situations où le réseau limite les possibilités d'injection sur moins de 10 jours, donc souvent ça ne bloque pas les projets. Et ensuite d'autres situations où là ça devient plus compliqué, avec des interruptions qui peuvent être supérieures à 4 mois. Donc ça veut dire, des interruptions supérieures à 4 mois, ça veut dire qu'on est vraiment en zone rurale, qu'il y a peu de débit sur la zone, on est dans un endroit où il y a beaucoup d'agriculture par exemple, mais peu de villes, donc peu de consommation de gaz, et les projets ne peuvent pas se faire. Quelques exemples de solutions que GRDF essaye de proposer pour favoriser les projets quand même. Donc à chaque fois qu'un projet vient nous voir, on étudie aussi les développements de réseaux qu'on pourrait faire pour mailler des petites antennes entre elles afin d'augmenter les consommations totales en aval. On essaye aussi de proposer aux porteurs de projets différentes localisations en leur disant bon bah non ici c'est pas vraiment possible, mais si vous avez un foncier à 5 km, alors là ce serait mieux parce qu'il y a une ville à côté, etc. S'il y a un écrêtage qui est relativement court, donc uniquement quelques jours par an, on peut aussi envisager des solutions de stockage afin d'adapter un peu la production en fonction des consommations. Et puis un dernier point qui est étudié, c'est vraiment le développement de consommation aval, donc notamment des consommations non saisonnières en base, et donc là ça va vraiment être des solutions véhicules carburant. Donc on le verra dans des exemples que je montre plus tard, mais on peut avoir des bus qui roulent au gaz naturel véhicule, des bennes à ordures, donc des véhicules qui sont aussi souvent liés, si on a un projet d'ordures ménagères, si on a un projet d'une collectivité territoriale, etc. Il peut y avoir des développements de consommation qui sont en lien avec le porteur de projet. Là c'était peut-être juste un petit zoom, mais je pense que je vais passer sur quelles sont les relations contractuelles donc, entre... Puisqu'on est dans un marché de l'énergie qui est quand même assez segmenté, donc il y a d'une part le producteur de biométhane, le fournisseur de gaz naturel qui va lui acheter son biométhane, et GRDF qui lui contractualise la partie raccordement et injection uniquement. Mais les slides sont à disposition. Et donc juste un point sur l'injection aujourd'hui, puisque c'est quand même donc une filière qui est assez récente, qui est parfois peu connue. Aujourd'hui il y a 8 sites qui injectent avec une production, des capacités de production totale installées équivalent à 85 GWh par an. Donc les deux derniers sites mis en service ont été en mars 2015, c'est le site de Haute-Air Énergie donc, dans la Seine-et-Marne, qui est un site agricole, et le site de Biogaz Pével à Ouanouan, donc dans le nord, où là c'est un site agricole mais avec des intrants qui proviennent des 6 exploitations autour. Donc globalement, vous pouvez voir que sur les 8 sites qui injectent, il y en a 6 qui valorisent des déchets agricoles ou des effluents d'élevage, et 2 qui sont plutôt centrés sur les ordures ménagères. Et on a plutôt des sites qui aujourd'hui sont développés dans des régions de culture, donc la Seine-et-Marne et la Vendée. Donc 2 exemples pour montrer un peu le type de projet qu'on peut avoir en injection. Donc les projets en injection, statistiquement, ils sont un petit peu plus gros que les projets en cogénération parce qu'on n'a pas les projets méthanisation à la ferme, les tout petits projets, eux, ils vont rester en cogénération. Donc un des exemples qu'on peut avoir de sites d'injection avec du biogaz produit par méthanisation de déchets ménagers, ça va être au Cidem, donc dans l'Est, où les ménages trient sélectivement leurs déchets, donc ils séparent la partie fermentée cible organique, donc les épluchures, etc. Tout ça est amené dans un méthaniseur. Ensuite, le biogaz est épuré, injecté dans le réseau de gaz, et juste à côté du site de production, donc du site de production de biométhane, il y a une station gaz naturel véhicule où viennent notamment s'avitailler les bennes à ordures qui font le ramassage des biodéchets triés sélectivement, et où viennent aussi s'avitailler des bus de la collectivité. Donc ça, c'est un exemple d'un projet biométhane. Un autre exemple, c'est le site de bioénergie de la Brue, donc qui n'est pas très loin d'ici, qui injecte depuis août 2013. Et où là, donc c'est un projet agricole individuel, donc porté par les 2 exploitants qui sont 2 frères, et où les intrants sont à la fois des intrants qui viennent de la ferme et qui viennent d'une fromagerie voisine. Et donc en été, étant donné que la production de biométhane est importante, les communes alentours sont complètement saturées, et donc les voisins des exploitants ne consomment que du gaz 100% vert. Alors on m'a demandé de faire un petit point sur les perspectives de développement aussi de la filière. Je ne sais pas si vous voulez intervenir avant, peut-être. Si ? Ok.
Donc aujourd'hui, moi je vais surtout parler de la filière injection, puisque c'est une filière qui est récente, donc qui existe depuis 2011, mais il y a eu beaucoup de travaux de la part des acteurs publics sur quel potentiel de développement. Et on a aussi un contexte particulier, puisqu'il y a eu le débat national sur la transition énergétique en 2013, aujourd'hui il y a la loi qui est en discussion, et il y a la planification pluriannuelle de l'énergie, donc la PPE, qui est en train d'être discutée et dans laquelle il y a un volet biogaz et biométhane qui est important. Donc je vais reprendre un petit peu ces éléments-là et les partager avec vous. En termes de gisement, aujourd'hui il y a un gisement de déchets qui sont méthanisables qui a été établi par l'ADEME qui est très important, donc avec un potentiel technique brut supérieur à 200 TWh. Donc ça c'est uniquement pour la partie gaz vert produit à partir de déchets fermentescibles. C'est un potentiel qui est essentiellement agricole et si on regarde le potentiel qui, dans les conditions actuelles, peut être développé, on arrive à 56 TWh. Donc pour donner les ordres de grandeur, la consommation de gaz en France, c'est 300 TWh sur le réseau de distribution et 500 TWh Total France avec les industriels et la production électrique. Aujourd'hui, vraiment à très court terme sur les projets qu'on a dans le radar, donc là c'est une carte avec tous les porteurs de projets qui ont sollicité GRDF, donc on en a entre 5 et 35 par région. Et avec les étoiles, les régions dans lesquelles on a des sites qui vont sortir d'ici la fin 2016. Donc là, c'est des estimations GRDF en fonction des déclarations des porteurs de projets et de nous, ce qu'on connaît de l'avancement des projets. Donc, ce qui est important de voir, c'est qu'on a un nombre important quand même de projets qui peut sortir. Pour une filière où les projets mettent 4 ans à sortir, le cadre réglementaire existe depuis 4 ans uniquement. On a déjà 8 sites en injection et on a une trentaine de sites qui devraient être accordés dans les 2 ans. Et ce qui est aussi important de noter, c'est qu'à la fois c'est un flux de projets important pour GRDF, donc on a des sollicitations constantes, mais aussi pour tous les autres opérateurs de réseau de gaz, et notamment pour les opérateurs de transport, donc qui eux sont sur des canalisations plus grosses, avec potentiellement des projets plus gros. Je voulais aussi faire une analyse rapide sur quels sont les porteurs de projets qui nous contactent. Bon, là, il y a aussi un... Bon, c'est pas grave, vous voyez pas tout, mais l'idée, c'est vraiment de voir qu'on a une très grande majorité de projets qui sont des projets agricoles, collectifs ou agroalimentaires, donc avec une mutualisation des intrants, et avec des débits qui sont assez importants, donc autour de 200 normomètres cubeurs, ce qui veut dire autour de 20 gigawattheures par an. Avec des distances moyennes de raccordement de 700 mètres, donc c'est-à-dire qu'on a des projets qui sont à 700 mètres des réseaux gaziers, et des coûts de raccordement, voilà, donc ça c'est peut-être moins intéressant, mais c'est qui sont relativement faibles par rapport à l'économie totale d'un projet. Un projet d'injection, c'est de l'ordre de 2 millions d'euros. Et sur l'avancement des projets, donc là c'est vraiment le fichier aujourd'hui, on a 200 projets qui sont encore en cours d'instruction en nous ayant payé un certain nombre d'études. Il y a 300 projets qui nous ont contactés et au final ont abandonné. Ça c'est depuis 2011. Et ça a un autre focus sur les études qui avaient été réalisées, donc environ 60%, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, des études qui permettent l'injection. Ouais, alors là on voit pas super bien. Là c'est juste pour donner quelques chiffres, donc vous aurez les courbes, mais vraiment ce qui est visé dans les objectifs politiques à travers la planification pluriannuelle de l'énergie, c'est 10% de gaz vert dans les réseaux à horizon 2030. Et pour ça, l'ADEME a travaillé sur 2 scénarios, un scénario tendanciel donc dans le cadre actuel, un scénario volontariste s'il y avait des nouvelles mesures de soutien qui étaient mises en place. Et l'ambition, c'est d'avoir à peu près 3 TWh injectés en 2018 et entre 7 et 8 TWh en 2023, donc qui sont les échéances de la PPE. Et je voulais juste vous faire aussi un focus en termes de coûts, puisqu'on n'en a pas parlé, mais donc le tarif d'achat du biométhane est payé par tous les consommateurs de gaz à travers une contribution sur leur facture de gaz. Donc si vous regardez vos factures, vous pouvez voir contribution biométhane. Aujourd'hui, la contribution est de moins de 1 centime d'euro par mégawattheure. Donc elle représente à peu près 9 centimes par an pour un client moyen gaz. Et en 2020, avec les perspectives de développement de la filière, elle représenterait 1,5 € par mégawattheure, donc c'est quand même... Si on compare avec des chiffres sur la CSPE, sur le développement des autres énergies renouvelables, on voit que le développement de la filière biométhane, voilà, même si elle est très ambitieuse, c'est pas un développement d'énergie renouvelable avec des filières subventionnées qui vont venir gréver les factures des consommateurs.
Et donc là, juste ensuite, 2 petits focus. Donc cette feuille de route qui a été, sur laquelle l'ADAME a travaillé, qui a été partagée par tout le monde, tous les acteurs de la filière injection, mais aussi au niveau cogénération. C'est vraiment une ambition de dire 10% de la consommation de gaz à horizon 2030. Et donc de quoi faire rouler un certain nombre de véhicules au bio-GNV s'il y a une option transport durable et des économies des émissions évitées de gaz à effet de serre. Là c'est 8 millions de tonnes. Et un dernier point, c'est mes 2 derniers slides, juste pour dire qu'aujourd'hui on parle de biogaz à partir de méthanisation de déchets. Il y a d'autres filières aussi qui sont en stade de développement, alors là plus amont au niveau R&D, qui sont de la gazéification de la biomasse, les microalgues et la partie power to gas, donc hydrogène et méthanation, et qui à chaque fois vont permettre d'intégrer plus de gaz renouvelable dans les réseaux de gaz à partir d'intrants différents. Donc on n'est pas sur des filières qui sont en compétition, on est sur des filières qui vont venir s'additionner et qui vont pouvoir permettre de décarboner au maximum le gaz qui circule dans les réseaux. Voilà, donc j'avais un dernier slide, donc que ce soit GRDF ou que ce soit d'autres acteurs comme l'ADEME, dans le cadre du débat sur la transition énergétique, il y a eu un certain nombre de scénarios facteur 4 pour la France qui ont été partagés, avec à chaque fois une part très importante du biométhane, que ce soit GRDF, l'ADEME ou ensuite ce qui a été repris dans les conclusions du débat. Ça c'était pour la partie prospective vraiment long terme, on va jusqu'à 2050 mais je pense qu'on va vite revenir à aujourd'hui. Voilà, donc j'ai fini pour mon intervention. Bon, merci beaucoup. Je sais pas si oui, vous pouvez passer, on prendra les questions derrière. Bon, bonjour, donc moi je suis Olivier Masseran, je représente le groupe Crédit Agricole. Comme vous pouvez vous en douter, le Crédit Agricole se passionne pour la méthanisation. Alors pourquoi? Essentiellement parce que les projets sont extrêmement agricoles. Et qui dit agriculteur dit carte génétique du Crédit Agricole. Alors pour vous donner quelques ordres d'idées, aujourd'hui le groupe Crédit Agricole doit financer à peu près 2/3 de toutes les opérations qui ont été réalisées en France. Alors là je vais rapidement passer sur ces slides qui vous intéressent peu. Alors simplement, pour faire simple, pour nous il y a 2 types d'opérations. Il y a des opérations qu'on appelle les méthanisations à la ferme, qui sont donc les petites installations montées directement par des agriculteurs. Ces opérations sont directement en général traitées par les caisses du Crédit Agricole qui effectivement analysent l'opération un petit peu comme une opération lambda de l'agriculteur, comme il pourrait développer son élevage porcin, etc. etc. Et donc c'est une analyse corporate, en fait, donc il va analyser les risques, je vais vous expliquer derrière, mais il va avant tout prêter l'argent à son client agriculteur classique. Et puis il y a le deuxième type d'opérations, qui sont des opérations plus importantes, qu'on appelle territoriales, qui vont mélanger des groupements d'agriculteurs, des industriels, et puis des porteurs des sponsors, des investisseurs, des porteurs de projets. Et ces opérations vont être traitées par une filiale spécialisée que je représente, qui s'appelle Unifergie, qui est spécialisée dans toutes les énergies renouvelables, mais qui s'intéresse également à la méthanisation. Alors voilà la segmentation. Alors la méthanisation, pour être clair quand même, c'est ce qui est le plus compliqué en termes de NR. Le photovoltaïque, l'éolien, toutes les autres énergies, c'est presque basique maintenant, c'est standard, c'est répétitif. La méthanisation, ouf, il faut être extrêmement courageux. Alors, pour permettre au Crédit Agricole de s'intéresser à l'ensemble des projets qui nous étaient présentés, en fait, Unifergie a développé un extranet. Qui avait été développé grâce à un cabinet d'études qui s'appelle Soagro, qui a été cité je crois tout à l'heure, qui a été mis à disposition de l'ensemble des caisses régionales, et qui est en fait un questionnaire qui a été rempli directement par les porteurs de projets, qui renseignait un certain nombre d'informations, ceux qui ont été cités par son Askeo, quelle est la nature du terrain, où en sont les autorisations, qui va construire, où sont les intrants, quel type de technologie. Et à partir de ce questionnaire, en fait, on était en mesure en fait, de produire une analyse économique et financière de l'opération, ce qu'on appelle un scoring, qui permettait de dire au Crédit Agricole, aux caisses régionales, ce projet-là, nous on pense qu'il tient la route, ou on pense qu'il ne tient pas la route. Voilà. Alors la notation du projet, ça ressemble un petit peu à ça, et on retrouvait voilà, donc un scoring, une note finale qui disait on vous conseille de financer, on vous conseille de ne pas financer, et puis avec une analyse un petit peu précise en disant voilà les points faibles, voilà les points forts.
L'idée étant évidemment d'accompagner nos clients agriculteurs aussi dans le développement de leurs projets. Les projets qui pour eux sont... Alors, c'est des petits projets, mais c'est des projets d'1 million d'euros, donc c'est comme le projet, ça peut être le projet d'une vie, surtout si ça ne marche pas. Donc, le souhait du Crédit Agricole, c'était aussi d'accompagner ces porteurs de projet, de leur dire voilà, votre projet, nous on n'y croit pas pour telle raison, ou ça serait bien de prévoir ça ou ça en plus. Donc deux projets sur 3, je les ai j'ai à peu près résumés. Alors ça, c'était les chiffres à juillet 2014, on est en train de les réactualiser. À la ferme, il y avait une centaine de projets en exploitation qui avaient été financés par le Crédit Agricole. Sur la méthanisation territoriale, il y avait 9 projets, je crois qu'il y avait la moitié qui avait été financés par le Crédit Agricole. Quelques références. Alors, notre retour d'expérience. C'est très lent déjà. On parlait de 4 ans, on est à peu près là-dessus. Il faut être extrêmement courageux pour se lancer dans un tel projet. Ensuite, deuxième sujet, les intrants. Alors tout à l'heure, on disait, les banquiers sont frileux, ils veulent que les intrants soient sécurisés. Mais c'est aussi parce que je vais le préciser en amont, sur les dossiers territoriaux, toutes les opérations sont montées en mode financement de projet. C'est-à-dire que l'investisseur vient nous voir en disant je vais financer 30% de l'opération, le reste c'est 70%, c'est toi qui finances entièrement en banquier, sur une durée extrêmement longue, 13 ans, et puis ça ne marche pas, tu perdras tout. Je caricature un petit peu, hein, parce qu'il n'a pas envie de perdre. Mais c'est comme ça, voilà. Et du coup, le banquier, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, dans cette méthode-là, moi je suis obligé de tout vérifier, tout sécuriser. Et notamment donc la technologie, les autorisations administratives, je vais être sûr que ça ne s'arrête pas, la capacité du constructeur, la capacité de l'installation ensuite à exploiter, et puis aussi les intrants. Parce qu'un des points sensibles quand même, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais il n'y a plus d'intrants. Et sur les projets territoriaux, on a vu dans le temps, sur un certain nombre de projets réalisés, des inversions. Au départ, je pense à un projet en particulier, où en fait dans le business plan, en termes de recettes, eh bien, il y avait évidemment la vente d'électricité faite par la cogénération, mais il y avait aussi le fait que les industriels apportaient du déchet, étaient prêts à payer pour ce déchet. Et puis 2 ans après, les industriels ont changé, enfin les cartes ont été rabattues, et puis les industriels ont dit moi je veux bien t'apporter de l'intrant, mais finalement c'est toi qui vas payer. Ah, redoutable. Alors on en est au point où effectivement les banquiers disent je veux sécuriser les intrants sur les 15 ans. Alors toutes les personnes de la filière nous disent mais c'est impossible, sur 15 ans l'industrie agroalimentaire aura disparu, mais on a un point d'inflexion où on essaye au maximum de sécuriser ces intrants. Alors sur les petits projets à la ferme, on n'a pas ce souci, parce que c'est vrai que l'intrant est apporté directement par l'agriculteur. Les tarifs d'achat, extrêmement compliqués. C'est autant, je sais pas, je prends l'éolien par exemple, c'est 8 centimes kWh, enfin c'est clair, là sur les tarifs, ça dépend des intrants, ça dépend de la mixité, ça dépend de la valorisation de chaleur, etc. C'est vraiment très compliqué. Le débouché chaleur, c'est un vrai problème. Alors c'est aussi une typologie de dossier en fait. Les petits dossiers à la ferme, ils fonctionnent assez facilement parce que c'est l'exploitation qui va utiliser la chaleur. Si la station est plus grosse, en fait, vu que c'est à la ferme, il faut qu'il y ait un gros acheteur de chaleur à côté, mais il y en a rarement. Alors, il peut y avoir un industriel, mais il ne sera pas forcément là dans 15 ans. Et sans ça, on nous dit, c'est la collectivité va construire une piscine et puis elle aura besoin de chaleur pour chauffer l'eau. Mais c'est pas évident. Donc effectivement, sur les plus gros projets, eh bien, dans les petits projets, c'est la cogénération. Alors les agriculteurs disent je vais faire de l'injection, mais l'injection, il y a un tarif, il y a un prix de construction qui est plus important. Et en fait, il n'y a pas d'injection à la ferme, ou très peu d'injection à la ferme. Inversement, lorsque les projets deviennent territoriaux, solutionner le problème de débouché chaleur des cogénérations, c'est injecter sur le réseau. Ce qu'a dit Madame Renard, mais avec à moitié, c'est que effectivement, on peut injecter, mais s'il n'y a pas de besoin, autant l'électricité, si vous produisez, vous êtes sûr que l'électricité va être achetée par EDF, autant l'injection, s'il n'y a pas de besoin, la station elle s'arrête.
Alors nous, c'est très compliqué pour le financier, puisqu'on voit des business plans où on nous dit, bah, finalement, l'été, il va falloir que ça s'arrête. Alors, ouf. Ou alors on nous dit, bah, l'été, ça va pas s'arrêter, mais c'est limite. Hein. Pendant 3 mois, ça va marcher, mais alors... Et puis l'année dernière, je regarde les chiffres de la consommation en France de gaz, je sais pas quoi, moins 20%, je vois ce chiffre, mais comment je vais pouvoir continuer à financer ces opérations? Ensuite, dans le retour d'expérience, ce qu'on constate également aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de... je suis volontairement négatif, hein, parce qu'il y a beaucoup d'installations qui fonctionnent bien, mais j'essaie pour l'instant de faire aller moins. Il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes de montée en puissance, il y a des problèmes d'intrants qui ont été mal dimensionnés, et puis il y a des problèmes de technologie, il y a beaucoup d'opérations qui ont nécessité de remettre au pot, de revoir la technologie en cours de route, parce que le démarrage ne passait pas très bien. Les plus, c'est qu'il y a beaucoup d'opérations, quand même, essentiellement à la ferme, qui fonctionnent très bien. Ça, c'est très important de le dire. L'injection gaz, j'en ai rapidement parlé, puis on en a beaucoup parlé avant, donc je propose de ne pas y revenir. Les montages bancaires, donc je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc nous, le banquier, on va à peu près tout regarder, quoi. Des autorisations, à la passation des contrats, des marchés de travaux, les sécurisations des intrants, et puis dans ce fameux modèle financier où on veut s'assurer que la dette sera remboursée. Donc on va faire tourner le modèle en essayant d'imaginer un scénario où pendant une année ça va s'arrêter pendant 3 mois parce qu'il y aura moins d'intrants ou parce que la station aura eu un problème, parce que c'est des choses qui arrivent. Et puis on va comme ça dimensionner le service de la dette et puis l'autofinancement nécessaire pour apporté par les sponsors. Voilà. Alors l'actualité, qu'est-ce qu'on peut dire? L'autorisation unique, je commence par ça, donc ça c'est un point positif quand même, où pour une fois l'État essaye de simplifier et dit sur les projets de médiation on va tout pouvoir faire dans une seule autorisation, donc ça pourrait faire gagner un petit peu de temps. Il y a en ce moment la grande actualité de nouveaux mécanismes de soutien aux ENR, où en fait on va remplacer un tarif sécurisé par un prix de marché, un complément de rémunération. Alors c'est en cours de discussion, mais le banquier ça va forcément lui faire peur, il va se dire finalement c'est encore moins sécure, et les recettes sont moins garanties. Donc on va phosphorer pour voir comment on peut se sécuriser sur cet aspect-là. Et puis parallèlement, il y a le fait qu'aujourd'hui, on trouve qu'il y a quand même un ralentissement des projets, de manière générale. Et puis il y a l'audit externe qui est lancé par le groupe AT2E, accompagné par le CER, pour présenter en fait un diagnostic des sites existants et savoir et essayer de préparer des recommandations pour améliorer la rentabilité des projets. Un des points sensibles, c'est que la rentabilité des opérations n'est pas assez importante. Alors, pourquoi? Parce que aujourd'hui, beaucoup de projets fonctionnaient avec un couple subvention à l'origine, subvention au développement de l'opération, et puis tarif d'achat, qui sont à peine suffisants, quoi. Les subventions sont de plus en plus sujettes à attribution. Et puis le tarif est un peu limite. Très bien, donc je vais prendre la première question. Je vais demander à mes intervenants quand les 1500 méthaniseurs vont être atteints. S'ils pensent que ce chiffre pourra être atteint un jour. Le constructeur, alors. C'est le banquier. Le banquier, c'est bien, non? En Allemagne, il y a 7000, 8000, enfin voilà, le chiffre des 1500 méthaniseurs est atteint depuis bien longtemps, avec toute une industrie qui s'est développée autour de la méthanisation. Donc avec les excès qu'on connaît, le but n'est pas d'atteindre les 7000 ou 8000 en Allemagne. Le but des 1500 est tout à fait atteignable. Après, c'est une question de délai. Donner une date, si on reprend les objectifs, quand on voit la communication des ministères, le délai de 3 ans, 4 ans, ça paraît bien optimiste. Je pense que 1500 méthaniseurs, on a dit qu'on était à quoi? 400 installations de biogaz, hein, si on globalise tout. Donc il en faudrait 1200 en plus. Je pense qu'il va falloir
entre 5 et 10 ans pour atteindre les 1500 méthaniseurs. Si, voilà, si ça continue comme ça, voilà, ça va, si rien n'est changé en tout cas. On reviendra tout à l'heure sur les limites actuelles du système et ce qui fait que le développement existe mais est lent. Voilà. Oui, bonjour, Jérôme Klein, donc consultant. Et une question, justement, en ce qui concerne les déchets urbains, enfin les ordures ménagères, j'ai bien vu dans vos perspectives qu'effectivement il y a une part très faible de projet qui est prévue. Vous avez cité le projet là en Moselle qui est effectivement une référence et la collectivité que j'avais à l'époque contactée m'a bien indiqué qu'ils avaient beaucoup profité de l'expérience allemande, en particulier sur les tris de déchets. Alors on a un très gros projet en Ile-de-France qui est prévu à Romainville, mais qui, je ne sais pas trop ce qu'il va donner. Alors est-ce que peut-être sur le plan technique, vous pouvez donner un éclairage sur les difficultés particulières liées à la biométhanisation de déchets d'ordures ménagères, et si justement ces problèmes techniques peuvent être résolus, et peut-être apporter un éclairage sur le projet de Romainville, si vous en avez. Alors donc historiquement Naskeo a toujours évité ce marché des ordures ménagères pour deux raisons. Le premier, c'est que Naskeo a toujours été trop petit pour l'adresser. Et la deuxième raison, c'est une question technologique. On a toujours considéré que c'était très compliqué de gérer des ordures ménagères. Donc vous voyez ce que vous mettez dans vos poubelles. Vous avez des cartons, des plastiques, du verre. Vous avez beau faire le tri, il en reste toujours. Donc les gens qui montent des projets de méthanisation pour des ordures ménagères, il y a deux philosophies. Soit on récupère la poubelle grise, c'est-à-dire ce qui reste une fois que vous avez enlevé le verre et le carton, mais dedans il y a encore beaucoup de choses, du plastique, etc. Et donc ça nécessite ce qu'on appelle du tri mécanobiologique, qui est l'essentiel du coût d'une usine de méthanisation. Le méthaniseur étant en général 5 à 10% du coût d'une usine de méthanisation d'ordures ménagères. Voilà, donc soit vous faites une énorme usine de tri, soit vous essayez d'organiser du tri à la source. Vous dites, voilà, on va essayer de collecter uniquement la fraction fermentescible. Donc il y aura une poubelle, je sais pas, qu'il faudra monter la couleur, hein, la poubelle dans laquelle vous mettriez vos restes de repas, les épluchures de patates. Voilà. Donc il y a des projets pilotes qui existent. Aujourd'hui, le coût de collecte est très important. Donc forcément, ça ne peut se faire que dans des zones très fortement urbanisées, où il y a une très forte concentration. Voilà, faut arriver à collecter très rapidement ces déchets, puisqu'ils fermentent très rapidement. Donc il y a un problème de collecte. Et après, donc aujourd'hui, économiquement, l'incertitude elle est là, et le modèle économique, le coût à la tonne est très important aujourd'hui quand on étudie ces solutions-là. Et d'un point de vue technique, c'est la meilleure solution. Voilà. Après, donc, dans l'intervalle, les industriels qui proposent des solutions se retrouvent obligés de gérer tout un tas d'indésirables dans la matière organique, qui ont occasionné certains problèmes techniques sur les méthaniseurs, aussi des problèmes techniques sur la partie tri mécanobiologique. Mais je dirais que de manière générale, sur ces grosses usines, ce qui bloque le plus, et ce qui ralentit le développement, c'est comme toute implantation de grosses usines en France, c'est trouver le terrain, avoir une acceptation locale. Voilà, c'est ça qui freine finalement les plus gros projets. Et puis derrière, on va dire, la réduction des budgets par rapport à tout ça. Quand vous avez déjà financé, quand une collectivité a déjà financé il y a 5 ans, 10 ans un incinérateur, le business plan d'incinérateur, il a été fait avec sur 15, 20, 30 ans, et donc c'est compliqué de se dire d'un seul coup on va lancer un projet de méthanisation qui va capter une partie des déchets et qui va remettre en cause éventuellement le business plan. Voilà, donc c'est des gros projets qui sont compliqués à monter, donc il y en aura encore, mais faut pas compter là-dessus pour booster la méthanisation en France. Voilà.
Donc juste pour dire que nous, côté GRDF, donc sur la partie injection, c'est clair qu'on voit très peu de projets ordures ménagères parce que c'est des projets techniquement compliqués et très loin à monter par ailleurs. Donc les deux projets qui existent aujourd'hui à Lille, les deux sites qui existent aujourd'hui à Lille et à Morsbach en Moselle, à chaque fois c'est du tri séparé à la source, donc des poubelles spéciales. Et juste sur le projet de Romainville, il a été officiellement abandonné, donc c'est un projet qui ne se fera pas. Voilà. Donc là c'était un projet avec tri mécanobiologique. Et pour revenir sur les déchets urbains, en fait, début 2000, j'ai travaillé sur un projet de recherche de méthaniseurs de décharge, c'était en Vendée. Et à l'époque, je me souviens que l'activité des bactéries était très erratique, même si on faisait beaucoup de recirculation de liquide dedans. Le fait d'avoir des déchets très, très hétérogènes, avec assez peu de matière organique, aujourd'hui beaucoup moins de journaux, de papier, de cellulose qu'avant, eh bien ça limite fortement, bien sûr, le... Non mais avant, c'est une décharge qu'ils avaient impactée, en fait, et mis un dispositif de recirculation d'eau, et c'était assez difficile d'améliorer la production de biogaz, et ce qu'ils avaient fait utilisé comme méthode, c'était juste de brûler, en fait, de faire un torchage de biogaz. Et sinon, par rapport au tri, aussi début 2000, j'étais en Suède et j'ai vécu là-bas, et on faisait déjà du tri sélectif avec des déchets organiques, donc ça c'est possible, il faut juste la volonté politique de le faire. Excusez-moi, Paul Matisse. On a vu les problèmes liés à la saisonnalité, je dirais, des besoins, et peut-être aussi saisonnalité des intrants. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des possibilités en termes de stockage du biométhane? Vous stockez bien, il y a Storengy qui stocke de grosses quantités de gaz. Est-ce qu'il n'y a pas un équivalent un peu plus décentralisé pour le biométhane? Alors aujourd'hui, on fait des petits stockages sur site, ou peut-être que vous voudrez compléter après, mais on fait des petits stockages sur site au niveau des points d'injection pour pouvoir plutôt passer la nuit, à la limite passer le week-end. Et les tailles de stockage de Storengy, bon, c'est vraiment une autre dimension industrielle, hein, c'est des stockages dans le sous-sol. Et on va pas pouvoir construire des stockages en sous-sol comme ça, à chaque point décentralisé. Déjà qu'on a des problèmes d'investissement, je sais pas ce que vont dire les banquiers, mais je pense qu'ils vont pas vouloir rajouter des stockages salins juste à côté. Juste pour le stockage, 1 mètre cube de biogaz à pression atmosphérique, ça prend 1 mètre cube. Donc en fait, ça prend beaucoup de place. Ça a la même énergie qu'un litre d'essence. Donc voilà, ça prend beaucoup de place de stocker une quantité, un produit qui a une densité d'énergie finalement assez faible par rapport au combustible qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc la vraie solution de stockage, c'est un stockage mutualisé, pas sur chaque site. Et le stockage mutualisé, il est possible uniquement s'il y a des mécanismes de pouvoir remonter la pression, de passer des réseaux de distribution au réseau de transport pour pouvoir accéder à ces stockages. Voilà. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a des conditions aussi de qualité de gaz qui sont encore plus drastiques pour les stockages, pour atteindre les stockages que pour faire de l'injection. Voilà. C'est quand même un vrai problème. Alors, est-ce que vous avez dit qu'il y avait 7 TWh, je crois, de production, dont 4 étaient utilisés en chaleur et électricité, et 3 n'étaient pas valorisés. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que c'est lié au problème de stockage? Non, typiquement, les 3 TWh qui ne sont pas valorisés, c'est des TWh, c'est de l'énergie produite en décharge, où les exploitants préfèrent torcher le biogaz que le valoriser. Donc c'est plutôt une production fatale avec pas de valorisation énergétique. Jean-Marc Perrault, CGLEC. Est-ce que ce type d'énergie renouvelable est accepté par les populations, ou bien vous êtes confronté au recours avec les professionnels du sujet? On est confronté parfois à des recours, plutôt par des amateurs que par des professionnels. Heureusement, ça permet quand même à des projets de se faire, même s'il y a eu des recours. De manière générale, l'avis des populations est mitigé, et à l'image de ce qu'on peut voir sur des projets de barrages qui échouent. Voilà, les gens aiment les énergies renouvelables. En général, ils sont convaincus par le biogaz, ils trouvent ça formidable. Certains préféraient que ce soit fait ailleurs
qu'à 200 mètres de chez eux, et si on se met à leur place, on peut les comprendre. Et les arguments, on va dire les peurs des populations sont de plusieurs ordres. La peur principale, ce sont les odeurs. Donc on a en tête les décharges, les machins, voilà, donc ils ont peur des odeurs. Pour tout ce qui est méthanisation agricole à la ferme, c'est pas du tout un sujet. Donc là, on va parler vraiment des installations de méthanisation agricole collective et des méthaniseurs industriels, où on va avoir des déchets qui, de fait, des déchets qui sentent vraiment comme du sang, beaucoup de bouts de stations d'épuration, etc. Donc sur ces installations-là, on met en place des bâtiments. En général, maintenant c'est une obligation, on baigne sous bâtiment. On baigne les déchets sous bâtiment. Les gens ont peur que le digestat sente. Le digestat ne sent pas. Il faut aller visiter une usine de méthanisation pour y avoir été un certain nombre de temps et passer un certain nombre de mois. Si vous mettez le nez sur du digestat, oui, vous allez sentir un petit peu, il y a un petit peu d'ammoniac. Vous vous mettez à 20 mètres, 30 mètres, il n'y a pas d'odeur, que ce soit sous forme de solide ou de liquide. Voilà. Donc pour tout ce qui est méthanisation à la ferme, il n'y a pas de... Ça sent moins que du fumier. Ça sent moins que du fumier, voilà, du digestat. Donc ça, faut pouvoir rassurer tout le monde. Après, sur les gros projets, il va y avoir des peurs éventuellement sur des nombres de camions qui peuvent passer. Voilà. Après, historiquement, il y a eu des peurs sur des risques d'explosion, puisque le biogaz est explosif. Mais ça, on n'a plus trop ce risque-là aujourd'hui. Voilà. Et c'était assez difficile d'améliorer la production de biogaz. Et ce qu'ils avaient fait utilisé comme méthode, c'était juste de brûler, en fait, de faire un torchage de biogaz. Et sinon, par rapport au tri, aussi début 2000, j'étais en Suède et j'ai vécu là-bas et on faisait déjà du tri sélectif avec des déchets organiques, donc ça c'est possible, il faut juste la volonté politique de le faire. Excusez-moi, Paul Matisse. On a vu les problèmes liés à la saisonnalité, je dirais, des besoins, et peut-être aussi saisonnalité des intrants. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des possibilités en termes de stockage du biométhane? Vous stockez bien, il y a Storengy qui stocke de grosses quantités de gaz. Est-ce qu'il n'y a pas un équivalent un peu plus décentralisé pour le biométhane? Alors aujourd'hui, on fait des petits stockages sur site, ou peut-être que vous voudrez compléter après, mais on fait des petits stockages sur site au niveau des points d'injection pour pouvoir plutôt passer la nuit, à la limite passer le week-end. Et les tailles de stockage de Storengy, bon, c'est vraiment une autre dimension industrielle, hein, c'est des stockages dans le sous-sol. Et on ne va pas pouvoir construire des stockages en sous-sol comme ça, à chaque point décentralisé. Déjà qu'on a des problèmes d'investissement, je ne sais pas ce que vont dire les banquiers, mais je pense qu'ils ne vont pas vouloir rajouter des stockages salins juste à côté. Juste pour le stockage, 1 mètre cube de biogaz à pression atmosphérique, ça prend 1 mètre cube. Donc en fait, ça prend beaucoup de place. Ça a la même énergie qu'un litre d'essence. Donc... voilà, ça prend beaucoup de place de stocker une quantité, un produit qui a une densité d'énergie finalement assez faible par rapport au combustible qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc la vraie solution de stockage, c'est un stockage mutualisé, pas sur chaque site. Et le stockage mutualisé, il est possible uniquement s'il y a des mécanismes de pouvoir remonter la pression, de passer des réseaux de distribution au réseau de transport pour pouvoir accéder à ces stockages. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a des conditions aussi de qualité de gaz qui sont encore plus drastiques pour les stockages, pour atteindre les stockages que pour faire de l'injection. Voilà. C'est quand même un vrai problème. Alors, est-ce que vous avez dit qu'il y avait 7 TWh, je crois, de production, dont 4 étaient utilisés en chaleur et électricité, et 3 n'étaient pas valorisés. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que c'est lié au problème de stockage? Non, typiquement, les 3 TWh qui ne sont pas valorisés, c'est des TWh, c'est de l'énergie produite en décharge, où les exploitants préfèrent torcher le biogaz que le valoriser. Donc c'est plutôt une production fatale avec pas de valorisation énergétique. Jean-Marc Perrault, CGLEC.
Est-ce que ce type d'énergie renouvelable est accepté par les populations ou bien vous êtes confronté au recours avec les professionnels du sujet? On est confronté parfois à des recours, plutôt par des amateurs que par des professionnels. Heureusement, ça permet quand même à des projets de se faire, même s'il y a eu des recours. De manière générale, l'avis des populations est mitigé, et à l'image de ce qu'on peut voir sur des projets de barrages qui échouent. Voilà, les gens aiment les énergies renouvelables. En général, ils sont convaincus par le biogaz, ils trouvent ça formidable. Certains préféraient que ce soit fait ailleurs qu'à 200 mètres de chez eux, et si on se met à leur place, on peut les comprendre. Et les arguments, on va dire les peurs des populations sont de plusieurs ordres. La peur principale, ce sont les odeurs. Donc on a en tête les décharges, les machins, voilà. Donc ils ont peur des odeurs. Pour tout ce qui est méthanisation agricole à la ferme, c'est pas du tout un sujet. Donc là, on va parler vraiment des installations de méthanisation agricole collective et des méthaniseurs industriels, où on va avoir des déchets qui, de fait, des déchets qui sentent vraiment comme du sang, beaucoup de bouts de stations d'épuration, etc. Donc sur ces installations-là, on met en place des bâtiments. En général, maintenant c'est une obligation, on baigne sous bâtiment. On baigne les déchets sous bâtiment. Les gens ont peur que le digestat sente. Le digestat ne sent pas. Il faut aller visiter une usine de méthanisation, pour y avoir été un certain nombre de temps et passer un certain nombre de mois. Si vous mettez le nez sur du digestat, oui, vous allez sentir un petit peu, il y a un petit peu d'ammoniac. Vous mettez à 20 mètres, 30 mètres, il n'y a pas d'odeur, que ce soit sous forme de solide ou de liquide. Voilà. Donc pour tout ce qui est méthanisation à la ferme, il n'y a pas de... Ça sent moins que du fumier. Ça sent moins que du fumier, voilà, du digestat. Donc ça, faut pouvoir rassurer tout le monde. Après, sur les gros projets, il va y avoir des peurs éventuellement sur des nombres de camions qui peuvent passer. Voilà. Après, historiquement, il y a eu des peurs sur des risques d'explosion, puisque le biogaz est explosif. Mais ça, on n'a plus trop ce risque-là aujourd'hui. Voilà. Il y a moins de recours aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a moins de recours aujourd'hui sur le projet méthanisation que sur d'autres. Oui, si on compare à l'éolien, ça n'a rien à voir. On a quelques recours, mais on n'a pas du tout des recours systématiques avec des associations type Vente Colère. On est encore assez protégé, mais on a aussi moins de sites. On a malgré tout des associations de protection de l'environnement qui font des recours contre certains projets. Voilà. Mais c'est vrai que dans 90% des cas, il n'y a pas de recours. Hein. Les implantations sont assez bien choisies par les porteurs de projets. Merci. Non, et c'était vrai peut-être juste pour compléter, mais je ne sais pas si on m'entend bien. Mais c'est vrai que sur la partie méthanisation, donc alors la méthanisation, à la fois c'est de l'énergie renouvelable, mais il y a aussi un enjeu agricole important, un enjeu de traitement des déchets. Donc le type de recours qu'on va pouvoir avoir sont un peu différents de ce qu'on voit en éolien, où c'est des populations locales ou des riverains qui souvent sont un peu cristallisés contre les développeurs qui viendraient faire du profit à partir du foncier, etc. Là, une fois, si le projet arrive, nous ce qu'on voit en injection du moins, si le projet est bien ficelé localement avec d'autres agriculteurs qui amènent des intrants, avec une implication locale et un peu un retour au territoire avec le fait que du DGSA soit épandu et donc permettre des économies d'engrais, etc. C'est des projets qui arrivent aussi à mieux s'articuler avec des dynamiques locales et donc un peu abaisser les risques de contestation locale qu'on peut avoir par rapport à d'autres énergies renouvelables qui sont vraiment uniquement énergétiques sur un territoire. Mais bon, ça c'est juste ce qu'on a vu sur les quelques projets d'injection. C'est à challenger, mais pour nous c'est ça notre vision aujourd'hui. Ouais, je voulais avoir une idée, hors subvention et éventuellement avantages, etc. On a une idée à peu près du coût du mégawattheure de gaz produit au moment de la... On va dire la réponse, ça dépend évidemment, mais un mégawattheure de gaz produit au moment où on l'injecte dans le réseau, ça, il a coûté combien à peu près en biogaz? On a une idée de ça? Aujourd'hui, il est acheté, je comprends, à 60 ou 80 € du mégawattheure.
les tarifs sont censés couvrir les coûts. Alors moi, j'ai pas la vision développeur, donc je sais pas. Mais... Ouais, j'ai pas le chiffre comme ça, mais faut considérer que si les tarifs sont bien faits, il y a 20% du prix qui va dans la poche, on va dire, pour financer tout le projet, etc. Donc c'est 10 à 20%. Le coût de production, c'est 10 à 20%, on va dire 20% en dessous du prix de rachat, quoi. Donc après, ça dépend ce qu'on prend dans les coûts, en fait. C'est si on prend, est-ce qu'on prend juste les charges d'exploitation à l'instant T, est-ce qu'on prend tout l'investissement, tout le financement du projet. Là, comme ça, je peux pas vous donner l'information. L'autre partie de la question, c'est est-ce que à terme, ou est-ce qu'on a des exemples dans d'autres pays où on sait que ce coût de production, il tend vers quelque chose qui est vraiment intéressant et il faut continuer dans cette filière à l'encourager. Est-ce qu'il y a des exemples dans d'autres pays où on est parvenu, je sais pas, par des économies d'échelle ou par des projets vraiment importants à baisser ce coût unitaire Non, le coût de production, tous les constructeurs travaillent à baisser leur coût de production, comme dans toute industrie. C'est une industrie plutôt récente, donc dans une industrie dure, on peut gagner 1%, 2% par an. En France, on peut peut-être gagner encore un petit peu plus dans les prochaines années, mais ce qui rendra la méthanisation rentable, c'est l'augmentation du coût de l'énergie finalement. C'est pas la diminution des coûts, parce que on n'arrivera pas à mettre plus de bactéries au mètre cube, et voilà, on sera toujours obligé de construire des grosses cuves. Voilà. Le génie civil coûtera toujours le même prix, voire plus cher. Il y a vraiment il y a du lourd à payer, il y a une grosse part d'investissement. C'est un peu comparé deux choses pas exactement commensurables, mais si on regarde les prix de gaz sur les marchés de gros, aujourd'hui, dans des pays où on a des situations particulières, type le Japon, où on sait que le prix du gaz est très cher, le prix sur le marché de gros japonais commence à atteindre le niveau de base du tarif d'achat biométhane. Donc voilà, c'est pas des comparaisons à même périmètre, mais on voit que c'est vraiment des augmentations du coût de la molécule qui rendraient le biométhane rentable. Alors là, c'est pareil, je parle que pour la partie biométhane et pas cogénération. Pour le biométhane, tout ce qui est injection, on va dire qu'il faudra que si le baril du pétrole était entre 100 et 150, ce qui arrivera un jour ou l'autre, forcément l'injection sera rentable, n'aura pas besoin d'être subventionnée. Donc c'est l'affaire en fonction c'est l'affaire de 5 à 10 ans de toute façon, là, pour qu'on atteigne cette parité par rapport au marché sur l'injection. Moi, j'ai juste une remarque d'abord. Je pense que le coût sur les très grosses installations, moi j'ai fait du traitement d'eau toute ma vie, donc j'ai fait du traitement d'eau toute ma vie. Maintenant, vous voyez mes cheveux, donc il y a un certain temps que je suis déjà sorti du métier, mais on avait sur des grosses installations déjà des coûts de méthane qui étaient comparables aux tarifs, mettons, de Gaz de France à l'époque. Mais ça suppose des choses qui soient quelque chose que dans les 50 fois plus gros que ce que vous avez montré comme grosse installation territoriale. Si vous allez sur des sites comme celui d'Achères de la ville de Paris, qui n'est pas bien loin d'ici, là vous allez trouver des méthaniseurs qui alimentent une turbine à gaz, etc. Et ça c'est donc possible. Vous avez des sites que je connaissais déjà il y a 15 ans en Allemagne, au Danemark, etc., qui fonctionnent à des niveaux de ce type-là et qui sont donc rentables par rapport à du gaz, je dirais, naturel, avec ses coûts de distribution, etc. Par contre, sur les installations plus petites, bon, je pense que j'ai été un peu étonné que vous ne parliez pas des coûts de maintenance, parce que c'est aussi quelque chose où il y a un certain point d'interrogation
dès que vous avez des intrants très différents, il faut que vous ayez des gens qui connaissent vraiment leur métier pour avoir une production qui soit suffisamment stable. Donc les intrants, quand vous avez un type ou deux types ou trois types, même quelqu'un qui n'est pas très fut arrive à comprendre à peu près quel est le mix qui passe bien. Quand vous avez 10 sortes d'intrants possibles, là c'est plus compliqué. J'ai fait de la recherche et développement toute ma vie et on a travaillé là-dessus pendant des années sans avoir des solutions simples. Il y a des solutions, mais elles ne sont pas forcément simples. Dernière question, sur des installations moyennes comme celle que vous avez appelée agricole collective, au niveau système, alors là, technique, le système de cuves, vous avez dit c'est des cuves agitées, c'est des systèmes de quel type que vous préconisez? Alors sur les cuves en voie liquide, c'est ce qu'on appelle du parfaitement mélangé. Donc c'est une cuve toute simple dans laquelle il y a le bon nombre d'agitateurs, 1, 2, 3 agitateurs. Et voilà, on met 15 watts au mètre cube et puis ça agite et c'est tout ce qu'on fait dans la cuve, on maintient en température et puis c'est tout, c'est très 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 simple. On met le moins d'équipement dans les cuves puisque c'est une boîte noire, on n'a pas du tout envie de rentrer dans la cuve, d'aller intervenir dessus, donc c'est une de nos philosophies chez Naskeos, c'est de se débrouiller pour que les équipements qu'on puisse les sortir sans être obligé de vider les cuves. Voilà. Donc par rapport à vos deux autres marques, c'est vrai qu'on a que les exploitants ont des surprises les premiers mois ou première année d'exploitation. Ça peut faire partie des surprises qui nécessitent des réinvestissements, donc qui plombent un peu la première année d'exploitation. Et c'est dû soit à des erreurs d'exploitation parce que l'exploitant, c'est dans 99% des cas, c'est la première exploitation de méthanisation qu'il exploite. Donc nous, quand on vend un méthaniseur, on vend un méthaniseur et on fait passer le permis aussi. On n'est pas juste concessionnaire, on vend pas juste des voitures, on fait passer le permis avec. Et ça prend beaucoup de temps d'apprendre à collecter les bons déchets, à bien les pré-traiter. Et tous nos exploitants ont des difficultés avec les producteurs de déchets. Et c'est des problèmes de tri à la source, de traitement sur site. La même chose dont on discutait tout à l'heure par rapport à la gestion de la fraction fermentescible des ordures ménagères. Et c'est en particulier vrai de tous les collecteurs habituels type CED, Suez, qui ont une philosophie déchets. Ils sont prêts à prendre n'importe quel type de déchets. Eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir un revenu. Et derrière, le gars qui est aux manettes de l'exploitation, il doit gérer. Il doit gérer des barres métalliques, des parpaings, des cailloux, des filasses dans les graisses, il y a de tout. Et donc ça occasionne des usures prématurées, donc des remplacements de matériel, des fois des casses, des indisponibilités de matériel. Et donc ça prend plusieurs mois en général aux exploitants d'une part, nous, ça nous prend plusieurs mois pour les convaincre que c'est lié aux déchets et que nous, Naskeo, on ne peut pas prévoir tous les broyeurs et les trucs possibles, imaginables du tri mécano-biologique et qu'à un moment, il y a des limites qu'on peut demander, des limites de flexibilité qu'on peut demander à un constructeur. Sinon, le projet, à la base, il passe pas. Si on prévoit tous les investissements qu'on imagine pour traiter tous les types de déchets qui peuvent arriver sur un site, l'investissement ne passe pas. Donc on est obligé de mettre des contraintes assez strictes sur les types d'intrants. Et l'exploitant, il fait son apprentissage dans les premiers mois des limites de l'installation. Dans les dernières années, on a mis en place assez tôt auprès de tous nos clients ce qu'on appelle des groupes de travail gisement, où dès la signature du contrat, on met le client, on montre à notre client quels sont les types d'indésirables, les types de matières auxquels il pourrait être confronté et ce qu'il faut faire et ne pas faire par rapport à ces types de gisements pour faire de la prévention et éviter ces premiers mois où il y a de la casse, des surinvestissements, de la disponibilité ou du retard dans la montée en charge.
Voilà. Et sinon, par rapport à votre première remarque sur les grosses installations, c'est sûr que sur des installations comme HR ou Valenton, il y a forcément des énormes économies d'échelle. Mais si on voulait faire des méthaniseurs comme ça, il faudrait collecter des centaines de milliers de tonnes. Ça ferait des camions à tout va, voilà, comparé à des stations d'épuration où la collecte est gérée par des tuyaux enterrés. Et tous les frais ne sont pas inclus dans les charges d'exploitation. C'est difficile de définir le prix de vente d'un mètre cube de biogaz. Quels sont les coûts qu'on prend, quelle part dans les charges d'exploitation on attribue à des charges de traitement et à des charges de production de biogaz. À l'inverse, à contrario, dans une usine de méthanisation, on est obligé de prendre en compte la totalité du financement et des charges d'exploitation. Moi, j'aimerais poser une question sur les bactéries. On n'en a pas beaucoup parlé, du coup, j'aimerais savoir déjà la gestion quel type de bactéries on utilise et leur gestion, c'est-à-dire de l'approvisionnement, de l'injection et aussi de leur sortie du circuit, au fait. Comment cela se passe? Alors, dans les méthaniseurs, il y a plusieurs centaines de types de bactéries qui cohabitent en symbiose et qui dégradent progressivement la matière organique. Donc on part des plus grosses molécules qui vont être hydrolysées. En simplifiant ces molécules, on a une phase, après la phase d'hydrolyse, on a une phase d'acidogénèse. On va produire des acides gras volatiles de différentes longueurs. Et ensuite, ces acides, ils vont être dégradés par les bactéries méthanogènes qui, elles, vont transformer les petits composés organiques en CH4 et en CO2. Voilà. Donc il y a 3 à 4 étapes. On simplifie ça en 3 à 4 étapes. La grosse solubilisation, hydrolyse, voilà. Il y a l'acidogénèse et après la méthanogénèse. Donc, les bactéries méthanogènes, ce sont des archéobactéries qui sont les plus anciennes bactéries qui sont apparues sur Terre. Mais on a principalement toutes les autres bactéries qui sont dans les méthaniseurs. Alors comment on fait pour démarrer un méthaniseur? On a la chance aujourd'hui d'avoir plusieurs centaines d'installations en France. Donc en fait on regarde dans un rayon de 50 à 100 km autour du méthaniseur qu'on veut construire et on va collecter on va récupérer on se met d'accord avec l'exploitant pour récupérer du digestat. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, il y avait beaucoup moins de méthaniseurs et c'était plus compliqué de démarrer des installations. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? Non, c'est ok. Juste une petite question. Vous avez à peine parlé de l'étranger. L'Allemagne était très nettement en avance sur nous. Est-ce qu'on s'inspire de leur expérience? Est-ce qu'il y a un modèle à récupérer ou pas par rapport à ce qui se fait en Allemagne? Ce qu'on peut retenir du modèle allemand, c'est qu'il a eu le mérite en tout cas de leur philosophie. Ils ont une cohérence politique, technique, environnementale. Ils ont une cohérence et un modèle qui a fonctionné. On peut contester le modèle, mais au moins dans le modèle qu'ils se sont fixés, ils l'ont réussi. Donc la France doit trouver son modèle. Ça se fait doucement, comme d'habitude, mais on peut y arriver. Ce qu'on peut récupérer comme idée dans l'Allemagne, c'est ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est aller dans l'extrême de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire faire de la culture énergétique dédiée à outrance qui a augmenté le prix du lait. Ça a complètement transformé le paysage. Ils ont sans doute été trop loin par rapport à ça. Et ce qui est malheureux, c'est que ce modèle, ils ont été tellement loin que ça dégoûte les agriculteurs français et le monde politique français de se rapprocher de ce modèle-là. Donc, à cause de ce modèle extrême, nous en France, on est en train d'essayer de faire le modèle inverse. Et malheureusement, ce modèle inverse, il nous conduit aujourd'hui à construire seulement 30 à 40 installations de méthaniseurs par an. Alors qu'en Allemagne, ils ont été sur des années à 500, 600 méthaniseurs par an. Et donc, si on veut atteindre
les 10 ou 20 ou 30% de production de biométhane dans la part du gaz naturel produit, pour moi la seule solution, si on veut y arriver rapidement et pas dans 100 ans, c'est d'autoriser des cultures énergétiques dédiées. Voilà. Donc je dis pas faire des installations avec 100% de maïs, mais c'est autoriser sur chaque projet 30% de culture énergétique. Et ça a un impact énorme sur les projets, parce que c'est un gisement qui est ultra sécurisé. Voilà, l'agriculteur, il sait, il a ses terrains, il sait qu'il va pouvoir produire sa culture énergétique. Ça va rassurer les financiers. C'est des déchets qui sont très stables, qui vont permettre de stabiliser tous les autres intrants. On a des problèmes de mélange, voilà, il y a un effet bénéfique sur les bactéries d'avoir 30% de gisement qui est toujours le même à peu près toute l'année, donc il y a un avantage technique. Et puis ça permet de booster tous les projets. Voilà, si on met 30% de gisement en plus, ça veut dire qu'on a 45-40% le projet il prend 40% de taille en plus. Et là on a vraiment des économies d'échelle qui sont importantes, parce que pour à peu près le même investissement, on grossit on grossit les 2 cuves, ce qui coûte pas grand chose, et on a 30% de biogaz en plus, et ça c'est énorme. Donc s'il y avait une des mesures que j'aimerais qui soit retenue, malheureusement ça n'en prend pas la direction aujourd'hui, mais s'il y a une des mesures qui peut booster tous les projets, c'est ça, c'est autoriser 20 à 30% du gisement en tant que avec de la culture principale dédiée. Qu'est-ce qui empêche de le faire de fait? Ouais, juste pour faire un complément peut-être, je sais pas. C'est juste, donc aujourd'hui, si on regarde les projets qui ont été aidés par l'ADEME, donc c'est vraiment quasiment tous les projets de méthanisation, en moyenne les projets ont 6% de ce qu'on appelle de cultures intermédiaires à vocation énergétique. Donc ça c'est des cultures qui vont être cultivées entre 2 cultures classiques pour couvrir le sol, et 10% de cultures dédiées. Donc ça c'est les statistiques ADEME aujourd'hui. Aujourd'hui rien n'empêche de faire des cultures dédiées, c'est autorisé. Par contre, les cultures dédiées ne bénéficient pas de primes. Donc alors, pour la cogénération, je suis un peu moins au courant des structures des tarifs, mais sur la partie injection, les cultures dédiées, elles vont être éligibles au tarif de base, alors que les cultures intercalaires, donc qui vont s'insérer entre 2 cultures pour l'alimentation humaine ou animale, elles bénéficient de la prime résidu agricole, et donc voilà, d'un niveau de tarif qui est quasiment doublé. Donc aujourd'hui, il y a une volonté forte de la part des pouvoirs publics français d'éviter des cultures dédiées à l'allemande et de favoriser des cultures intermédiaires, donc ça va être des ensilages de maïs, mais avec des volumétries plus courtes, etc. Aujourd'hui, si vous présentez un projet avec 30% de culture dédiée, vous n'avez pas de subvention ADEME. Voilà, c'est simple. Il y a un blocage psychologique par rapport à ça, et ça c'est un vrai frein pour la filière. Alors d'où vient ce blocage? Il vient de l'exemple allemand, qui alimente la j'ose pas appeler ça une psychose, mais voilà, on va manquer de nourriture dans le monde, etc. quoi. Donc moi, ma philosophie personnelle là-dessus, c'est qu'on donne trop à manger aux ruminants, qu'on mange trop de viande, qu'il faut réduire la consommation de viande et qu'il faut utiliser les terrains pour produire de l'énergie. Voilà. Juste un dernier complément sur les projets qui sortent aujourd'hui. Donc en effet, si les porteurs de projets qui présentent des dossiers avec beaucoup de cultures intermédiaires ou de cultures dédiées n'ont pas de subvention ADEME. Alors j'ai encore parlé que pour la partie injection, mais là sur les 8 projets qu'injectent, il y en a 3 qui sont sur un modèle avec 80% de leurs intrants sont des cultures intermédiaires. Donc en fait c'est des porteurs de projets, donc c'est pas exactement des projets NASCEO, mais c'est des porteurs de projets qui sont des céréaliers ou qui ont des grandes cultures, donc avec beaucoup de surface, et qui entre leurs cultures vont cultiver assez de cives pour pouvoir en fait nourrir quasiment exclusivement leurs méthaniseurs à partir de ces cultures intermédiaires à vocation énergétique. Donc là c'est des projets qui n'ont pas eu de subvention ADEME. Par contre c'est des projets qui sortent vite, parce que c'est des exploitants qui peuvent financer des projets comme ça, qui sont autosuffisants par rapport à leurs intrants. Donc c'est des projets qui sont sortis en 2 ans, et c'est les 3 projets qui sont sortis sur ce modèle culture intercalaire
C'est des projets qui produisent extrêmement bien, donc ils sont vraiment à 100% de leur nominal toute l'année, et qui nous ont même demandé des augmentations de production. Donc voilà, nous, GRDF, on est en train de réaliser des maillages complémentaires sur les réseaux aval pour permettre à ces projets d'injecter plus. Donc c'est vrai que sur la partie culture intermédiaire, on a vraiment des projets qui marchent bien et qui viennent en complément de l'agriculture existante. Qu'est-ce que vous appelez culture intermédiaire? Alors je suis pas agronome de formation, mais ce qu'on appelle culture intermédiaire, c'est vraiment aujourd'hui les exploitants vont faire par exemple 2 cultures, donc une qui vont planter en janvier et qui vont ramasser en mars-avril, à peu près, hein, et un peu plus tard, et une autre qui vont planter en septembre. Et entre-temps, le sol va rester nu ou être couvert avec une autre culture qui va être par exemple du maïs, mais qui ne va pas pousser entièrement, qui vont couper en fait juste à temps pour pouvoir planter leur 3e culture. Donc d'une certaine manière, ça ne vient pas perturber ou moins perturber les rotations de cultures existantes. Et ça ne va pas faire des hectares et des hectares comme on a pu le voir en Allemagne de maïs pour l'énergie, mais ça permet d'utiliser les sols pour faire des cultures à vocation énergétique. Enfin, je ne sais pas si vous voulez. Oui, tout à fait. Les cives, donc les cultures intermédiaires à vocation énergétique, c'est avant les cultures dédiées, c'est vraiment la base, c'est utiliser au maximum toutes les surfaces agricoles et récupérer un maximum d'énergie solaire toute l'année. Il y a un autre intérêt au CIF, c'est la couverture des sols, qui limite principalement l'érosion en fait avec la pluie, le soleil, etc. Donc ça a aussi un intérêt pour la conservation des sols. Voilà. Et ça fait partie des pratiques qui sont vraiment encouragées. Et donc clairement les CIF ça va se développer. Il faut que ça se développe et voilà, ça fait partie des choses intéressantes pour l'avenir. Bonsoir, moi j'ai une question plutôt GRDF concernant le poste d'injection. Si vous avez des détails sur le coût d'un poste d'injection, le coût d'installation, si c'était quelque chose qui était pris en charge par GRDF ou qui était payé par le porteur de projet. Également, si vous avez une idée des coûts de raccordement. Alors, je vais juste... Juste, et le poste d'injection appartient au porteur de projet ou appartient à GRDF? Je vais juste commencer par les coûts de raccordement parce que comme ça je finis cette question-là et ensuite on revient sur le poste d'injection. Donc le coût de raccordement moyen qu'on observe sur la partie GRDF, c'est 160 000 € par porteur de projet. Donc pour une distance moyenne de raccordement de 700 mètres. Voilà, donc c'est des coûts moyens que les porteurs de projet payent. Et ils sont raccordés. Donc juste pour comparaison, ça c'est le raccordement sur un réseau de distribution, donc les petites canalisations. En revanche, les projets qui veulent se raccorder sur les réseaux de transport de gaz ont des coûts beaucoup plus importants, là de l'ordre de 1 million €. Et donc c'est pour ça qu'on a plutôt les projets qui viennent sur les réseaux de distribution. Alors sur la partie poste d'injection, le poste d'injection il est financé par GRDF. Donc c'est la propriété de GRDF, c'est GRDF qui fait l'investissement aussi. Et ensuite il est mis à disposition du porteur de projet, du producteur de biométhane. Et ce qui se passe c'est que GRDF perçoit chaque année une redevance de la part du porteur de projet. Donc le producteur de biométhane paye une redevance, donc qui est au catalogue des prestations de GRDF, donc ça veut dire que c'est audité par la CRE et donc c'est refacturé à prix coûtant. Et cette redevance comprend l'équivalent des amortissements du poste d'injection, voilà, pour couvrir l'investissement sur 15 ans, la maintenance de ce poste-là, l'exploitation du poste et aussi toutes les évolutions nécessaires à l'exploitation du réseau aval qui sont dues au fait d'avoir du biométhane. Par exemple les alertes supplémentaires qu'on va recevoir, le fait de devoir ouvrir ou fermer des vannes supplémentaires pour l'injection. Et donc cette redevance aujourd'hui elle est de 75 000 € par an. Donc voilà, ça couvre tous ces coûts-là, c'est des coûts qui sont audités par la CRE. Et dans la manière dont les tarifs d'achat injection ont été calés donc en 2011, cette redevance, elle faisait partie de l'équilibre global. C'est-à-dire que les tarifs d'achat ont été mis à un certain niveau qui devait permettre un taux de retour sur investissement intéressant pour les producteurs, étant donné un coût moyen de raccordement et étant donné cette redevance. D'accord. Du coup, le poste d'injection fait office aussi de poste de comptage. Voilà. Donc dans le poste d'injection, qui est la propriété de GRDF, il y a à la fois un compteur, donc pour compter
les quantités injectées, donc ensuite pour permettre la facturation entre le producteur de biométhane et le fournisseur de gaz qui lui achète son gaz. Il y a aussi une partie odorisation, puisque le gaz n'a pas d'odeur, mais par contre on ajoute la THT, donc un composé soufré, afin de lui donner cette odeur pour pouvoir détecter des fuites. Et il y a aussi une partie mesure de la qualité, puisqu'on demande d'avoir une qualité du gaz qui rentre dans nos spécifications. Si la qualité n'est pas au rendez-vous, on coupe la vanne et le gaz repart soit dans le méthaniseur, soit en torchage. Donc il y a 3 fonctions, odorisation, comptage et mesure de la qualité. Et du coup, le coût moyen d'un poste d'injection? Du coup, le coût moyen d'un poste d'injection, on ne communique pas là-dessus. Parce qu'on a démarché avec des fournisseurs. Mais, forcément. Voilà. En gros, la redevance, c'est à peu près un tiers sur le coût du poste, un tiers sur l'exploitation maintenance du poste et un tiers sur l'exploitation maintenance du réseau. Mais voilà, on ne donne pas nos coûts directs. Sachant, juste pour comparer avec le modèle allemand, on a souvent des questions là-dessus. En Allemagne, ce qui a aussi permis le développement de la filière, c'est que tous les raccordements étaient payés par les gestionnaires de réseau, et donc refacturés en fait in fine au consommateur final, avec énormément de raccordements sur le réseau de transport. Donc là aussi, ça a été une volonté de démarcation de la part des pouvoirs publics.